Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des 10 erreurs les plus couramment commises lors du lancement de l'activité d'assistante administrative. Alors la première erreur, c'est ne pas définir son offre de service. En effet, parfois quand on lance l'activité, on est excité à l'idée d'être freelance, à pouvoir vivre de son activité, à pouvoir avoir cette liberté, et on va un peu de tambour battant vers le premier client. Donc on croit qu'on va pouvoir aller vers le premier client sans pouvoir finalement faire mouche, sans pouvoir intéresser ce fameux client et on va un peu s'essouffler. Pourquoi? Parce que notre offre de service n'est pas clairement définie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est exactement ce que l'on propose comme service, à quel prix, sous quelles conditions, dans quel type de package, est-ce que je ne fais que du forfait horaire ou est-ce que je propose des services packagés? Quel est mon tarif horaire? Est-ce que c'est 20 euros, 30 euros, 40 euros? Il faut bien le savoir, il faut bien le définir. Est-ce qu'on parle d'hors taxe ou TTC? Est-ce qu'on parle d'à distance ou sur place? Tout ça, il faut que ce soit extrêmement clair. Donc il faut un positionnement extrêmement clair. Ensuite, deuxième erreur la plus souvent commise, c'est sous-estimer l'importance du réseau, du réseautage. Parce qu'en effet, quand vous allez débuter votre activité d'assistante indépendante, parfois, si vous avez de la chance, vous allez bien évidemment pouvoir débuter relativement rapidement avec un client qui va avoir besoin de vos services. Et ça, c'est tant mieux. On ne peut que se réjouir de cette situation. En revanche, parfois, vous allez trouver des situations où vous allez avoir des discussions avec un client et il va vous manquer quelques compétences dans le fait de pouvoir répondre et couvrir le besoin demandé. Ou parfois, en fait, une autre assistante va avoir besoin d'une compétence qui est la vôtre et ne va pas pouvoir penser à vous parce qu'elle ne vous connaît pas ou elle ne vous a pas suffisamment vu ou elle n'a pas suffisamment échangé avec vous pour être claire, certaine et capable d'identifier la nature de vos services, de vos compétences et la réalité de ce que vous faites. Donc en fait, le fait de réseauter, on devient ce qu'on appelle top of mind, on devient vraiment ancré dans l'esprit des gens, et quand on a besoin d'un service qui correspond à vos compétences, on va penser à vous en premier. Et c'est ça aussi l'intérêt de réseauter, c'est pouvoir finalement aussi avoir un apport d'affaires quasiment naturel par la force du réseau. Troisième point, très important, et troisième erreur la plus couramment commise, c'est fixer des tarifs trop bas. Je sors à l'instant d'un appel avec une assistante indépendante qui s'est lancée il y a un an à peu près. Elle vient de me dire qu'après un an, elle a augmenté ses prix et ses prix sont encore trop bas. Elle est à moins de 30 euros de l'heure, ce qui n'est pas normal pour l'activité d'assistante indépendante quand on est basé en France. En France, le niveau de charge est très élevé. Le marché moyen est à 35 euros de l'heure, entre 30 et 35 euros de l'heure. Pour l'assistante, je dirais classique, il est normal d'augmenter ses tarifs. Tout augmente plus cher aujourd'hui. L'électricité, le gaz, les frais de voiture, les frais de bureau, les loyers, les fournitures scolaires, les fournitures de bureau, le fait d'envoyer des emails, l'électricité, tout coûte plus cher. Donc il est tout à fait normal, dans un principe d'inflation, d'augmenter ses tarifs ou avoir des tarifs qui permettent de vivre décemment de son activité. Quatrième erreur la plus couramment commise, c'est négliger la communication avec les clients. C'est pas parce qu'on est assistant indépendante qu'on ne doit pas communiquer avec son client, bien au contraire. Ce qui fera la différence entre un robot demain, un bot, une IA et vous, ce sera toute la qualité d'accompagnement aussi dans la communication. Et la communication à tous les niveaux. Avant la vente, pendant la vente, après la vente, au début de la mission, avec un onboarding, pendant la mission, faire des points réguliers à votre initiative et ne pas attendre que le client demande, toque à la porte pour avoir des points. À la fin de la mission, pour prendre congé finalement de cette mission-là, et post-mission, après la mission, pour suivre l'actualité de son client et faire du love brand pour qu'il pense à vous et développer la notion de fidélité également. Donc la communication est fondamentale, même quand on est, et surtout d'ailleurs quand on est freelance. Cinquième point important, qui est très négligé à mon sens, c'est, ou en tout cas qui est problématique, c'est de ne pas analyser tous les pans de la mission et d'accepter tout et n'importe quoi. Sur certains groupes Facebook notamment, c'est un réseau vraiment assez problématique pour ce secteur d'activité. En fait, on voit que les assistantes qui commencent sont prêtes à accepter tout et n'importe quoi en termes de mission sans regarder le contenu, sans regarder si elles correspondent aux compétences demandées, sans regarder la notion tarifaire. Est-ce que le prix me permet de vivre ou non? Donc en fait, il ne faut pas, à mon sens,
se fourvoyer et foncer tête baissée sur n'importe quel type de mission, parce qu'on risque de tomber vraiment des nues et d'avoir certains types de désillusions. D'ailleurs, nombreuses, dont celles qui ont accepté, sont aujourd'hui, après quelques jours de mission, à se plaindre sur la nature de la mission, sur les relations avec la personne qui proposait la mission, et finalement se retrouvent un peu piégées, parce qu'elles ont signé des contrats qu'elles doivent honorer. Donc faire attention à la nature entière et bien comprendre la nature entière de la mission avant de signer. Sixième problème, bien sûr, et c'est lié d'ailleurs au sixième erreur commise, c'est la formalisation de l'accord. Il ne faut pas juste oui d'accord, je viens travailler lundi. Ou alors il ne faut pas juste très bien, j'ai donné mon go par mail. Non, pas du tout. Il faut aujourd'hui formaliser au maximum. Récapituler par mail et par écrit tout ce qu'on s'est dit, et bien sûr encadrer la mission avec des conditions générales de vente et un devis qui viendra faire office de conditions particulières de vente. Donc le couple CGV plus devis doit faire office de contrat. Et une fois que le contrat est signé, qui reprend tous les éléments et les besoins à couvrir pendant la mission, on va bien évidemment demander un acompte qui va aussi montrer la bonne foi du client, il est prêt à investir dans cette mission-là. Une fois que les 30% d'acompte sont demandés, on peut effectivement commencer la mission. Mais sans ces éléments-là, qui sont des éléments de base d'encadrement juridique, on ne commence pas la mission. Et en fait, nombreux sont celles qui, excitées par l'idée d'avoir un client potentiel facile, acceptent des missions scam, se font avoir, se font détourner de l'argent et se font parfois plumer vraiment très très fort, et c'est dommage. Septième point ou erreur généralement commise, c'est ne pas anticiper les périodes de creux. En fait, quand on démarre l'activité d'assistante indépendante, bien souvent, on était salarié avant. Et donc, on n'a pas idée de comment se comporter en tant que freelance. En tant qu'assistant de freelance, c'est pas comme un développeur. Les développeurs qui sont compétents, ils ont des missions à l'appel. Il y a des gens qui toquent à leur porte tous les jours pour pouvoir prester et pour pouvoir finalement travailler avec eux. Quand on est assistante indépendante, au départ, on va devoir développer sa notoriété, sa marque, sa clientèle. Et pour ça, en fait, il y a un temps non négligeable déjà accordé à la prospection. Moi, je conseille 20% de son temps dans la semaine à accorder à la prospection uniquement. Donc, ne pas répondre aux demandes du client, ne pas faire son travail d'assistante, mais vraiment faire son travail de chef d'entreprise, à prospecter. Donc ça, c'est important. Et ensuite, même malgré la prospection, il va y avoir des périodes de creux. Le fait d'être assistant indépendant ne veut pas dire travailler 7 jours sur 7, 35 heures par semaine. Parfois, vous allez travailler 20 heures dans une semaine, parfois 40 heures dans une autre. Il faut être capable, financièrement, mais aussi d'un point de vue émotionnel, être capable d'anticiper ces périodes de creux. Il y a des moments où ça va vraiment être des creux très très forts, et ça fait partie de l'aventure, ça fait partie des choses. À la fin de l'année, ça devrait se lisser. Il va y avoir des moments d'activité intense, parce que aussi certains de nos clients ont des pics saisonniers, d'autres ont des périodes d'activité creuses, et ça va un peu en fonction de votre typologie de client, parfois s'équilibrer. Et ça va aussi dépendre de votre capacité à prospecter, à signer du client, et à préparer votre pipe de prospection de sorte à ce que vous ayez aussi une certaine continuité de service, et continuité aussi de régularité de chiffre d'affaires. Mais ça se fait avec le temps. Ça ne va pas se faire dès les 2 premiers mois. Il ne faut pas rêver. Ça va vraiment se faire avec le temps. Vous allez appréhender la manière dont ça fonctionne. Vous allez vous habituer aux différentes manières de faire et vous allez trouver votre rythme. Mais en tout cas, il faut anticiper des périodes de creux financièrement. Donc avoir une certaine poche de sécurité et moi je la considère à 4 ou 5 mois de revenus minimum pour pouvoir anticiper des creux d'activité. Donc 5 mois de poche d'activité. Ensuite, une grosse erreur encore commise très très régulièrement, c'est ne pas investir dans sa formation. Parce qu'en fait, trop souvent, on considère que quand on était salarié, qu'on était performant dans le cadre du salariat, bon, finalement, être freelance, c'est la même chose, mais depuis chez soi, quoi, globalement, sauf qu'on facture. Mais alors, pas du tout, pas du tout. En fait, on va être 15 fois, 100 fois plus exigeant avec un freelance. Parce qu'en fait, on paye assez cher en freelance, et le fait de le payer cher, on achète aussi une qualité de conseil. Le freelance a un devoir de conseil concernant son expertise. Donc, c'est-à-dire que par exemple, quand vous allez commencer avec un nouveau client, vous allez parfois avoir des questions du type tiens, je ne sais pas combien de temps ça prend de faire telle ou telle mission, faire tel ou tel besoin. Et ce qu'on fait en général, quand on est un peu paumé, c'est qu'on va sur les groupes Facebook. Hello les girls, est-ce que vous savez combien de temps ça prend de faire telle ou telle chose? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Sauf que là, on est complètement pas dans le devoir de conseil. À terme, quand vous allez être à l'aise sur la réalité de votre job, vous allez être capable de dire tiens, très bien monsieur le client, il y a ça qui est identifié,
avec mon expertise et sur la base de mon expertise, je considère qu'il faudra tant de temps à tel prix horaire. Donc voici mon devis. Ça va être ça votre qualité de conseil en tant que prestataire. Et donc c'est pas de dire sur les groupes Facebook, bah tiens combien de temps ça prend, sachant que celles qui vous répondent en général ont 15 fois plus d'expérience, maîtrisent leur sujet et donc vous proposent une réponse qui est à côté des clous. Vous allez mettre 15 fois plus de temps que ce qui est proposé sur les groupes Facebook. Donc en fait vous allez développer aussi parfois un manque de confiance lié à des fausses informations qui vous sont données. Donc il faut faire très très attention aux groupes Facebook et aux réponses toutes faites, à mon sens. Neuvième grosse erreur généralement commise, le branding personnel. Alors ça, en fait, ça revient à la question, est-ce que je dois développer ma marque? Est-ce que je dois être ma propre marque en tant qu'individu et faire parfois des singeries sur tel ou tel réseau? Est-ce que je dois commencer à faire des danses TikTok? Est-ce que je dois commencer à finalement me montrer en scène sur LinkedIn, à faire des posts un petit peu émouvants qui font pleurer dans les chaumières pour pouvoir avoir des clients? Ça, c'est des questions qui se posent régulièrement, qui sont des questions légitimes, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, des gens qui prétendent avoir des clients à l'appel sont en général sur Instagram, LinkedIn, etc. etc. Et bien la question, elle vaut le coup d'être posée. Il n'y a pas de réponse parfaite. Ce qui est sûr, de mon point de vue et de mon expérience et de mon retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans un métier qui mérite du contact local. La première chose pour développer de la clientèle, ça va être du bouche à oreille. Ça va être de vous montrer au local, ça va être de participer à des événements dans votre région, dans votre ville. Ça, c'est des points importants. Mais même là, on parle aussi de branding personnel, parce que la manière dont vous vous habillez, dont vous vous comportez, le type de documents que vous allez apporter, le type d'intervention auquel vous allez participer, votre carte de visite, qu'elle soit virtuelle ou physique, tout ça contribue au branding personnel. Et bien sûr, après, l'extension, c'est sur les réseaux. Est-ce que j'ai une image Instagram et un compte Instagram avec un feed Instagram qui correspond à ma plateforme de marque? Est-ce que j'ai un LinkedIn qui correspond à ma plateforme de marque? Voilà, si vous voulez dégager une certaine autorité professionnelle et que sur LinkedIn, on vous voit danser à Toile-Rigaud, ça va peut-être pas être cohérent si vous voulez. Donc il faut vraiment avoir un branding congruent, c'est le mot juste. Et il faut investir dessus si tel est votre souhait. Mais on peut tout à fait, ça je tiens à rassurer les gens, on peut tout à fait développer un branding puissant sans être présent sur les réseaux. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Et je tiens à le signaler parce qu'en fait, ceux qui vous disent que le branding LinkedIn est essentiel, c'est qui? C'est les vendeurs de formation uniquement. Moi, je ne suis pas à dire que LinkedIn est essentiel. Ça peut être très bien si on l'utilise correctement, à bon escient et avec une stratégie derrière. Mais dans 95%, c'est utilisé n'importe comment, c'est une catastrophe. Il faut faire très attention. Il vaut mieux ne pas l'utiliser que l'utiliser n'importe comment, à mon sens. Et enfin, dernière erreur, très 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 sous-estimée, et pourtant vous êtes dans ce secteur-là et dans ce métier-là, c'est sous-estimer le poids de la gestion administrative pour votre propre activité. Que ce soit la comptabilité, les réponses aux demandes clients, les interactions avec les autres assistants, les dossiers à préparer pour telle ou telle chose, les interactions avec votre banque, les fournisseurs d'accès aux services, les interactions avec vos clients, les interactions avec les clients de vos clients, les interactions avec certains collaborateurs de vos clients. Tout ça va prendre un temps fou, un temps considérable, et ça ne peut pas à l'heure actuelle être des choses, pour la plupart du temps, qui sont remplacées par de l'IA ou par d'autres systèmes d'automation. Donc en fait, vous allez devoir quand même avoir une part non négligeable d'administratif dans votre propre activité de gestion administrative. Et ça, en fait, souvent, on le met de côté parce qu'on se dit, bon, c'est mon métier, ça va, c'est mon activité, on verra ça plus tard. Et en fait, on se laisse déborder par le poids de l'administratif, on se laisse écraser par le poids de l'administratif de sa propre structure. Et ça, c'est très, très, très important. J'ai notamment parlé hier à une amie qui était assistante administrative qui s'est pris des pénalités, 5 000 € d'amende pour ne pas avoir envoyé des documents à l'URSSAF en temps et en heure. Et ça, c'est dramatique. Donc, il faut faire très, très, très attention à ces éléments-là. Donc, voici un peu le partage que je pouvais vous faire sur les 10 erreurs les plus souvent commises lors du lancement de l'activité d'assistante administrative. J'espère que ça vous aura été extrêmement utile. Si vous avez des erreurs supplémentaires que vous souhaiteriez mettre en avant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et j'essaierai d'apporter à mon tour des réponses structurées et construites autour de votre point de vue. Et d'ici là, suivez-nous sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn où nous sommes présents pour donner un maximum de conseils et pour partager sur cette belle activité qu'est l'activité d'assistante virtuelle. Je vous dis à très bientôt sur plateia.fr.